Bucky, Sam, Bucky, Sam. Aïe. James Walker, le nouveau Captain America. Bon alors on fait quoi? Ah, je viens de me rappeler que j'avais une salade sur le feu. Bucky. Je dois promener ma tortue de Floride. Non, pas de soucis, puis je viens de me rappeler que je devais voir le dernier Boruto. Hello. Aujourd'hui, nous allons parler de The Falcon and the Winter Soldier, la deuxième série Marvel qui suit WandaVision. Réalisée par le showrunner Malcolm Spellman, The Falcon and the Winter Soldier prend place 6 mois après l'éclipse ou le blip, avec un Sam Wilson qui préfère rendre le bouclier que lui avait confié Steve Rogers, aka Captain America, parce qu'il trouve non seulement l'héritage trop lourd à porter, mais qui ne se sont pas légitimes eu égard aux exploits et à la personnalité de Captain America. Et bien évidemment à toute la symbolique qu'il aura incarné durant toutes ces années. Très vite, nous comprenons que c'est à travers cet angle que la série va être abordée. Sam Wilson est résolument le personnage principal du show, puis ensuite vient Bucky Barnes, indispensable caution eu égard à la conclusion de cette série. Une mini-série que j'ai beaucoup aimée en ce qui me concerne. Le volet action est particulièrement réussi, mais là où on pouvait craindre un narratif moindre comparé à WandaVision, il s'avère que ce n'est pas le cas. La plupart des personnages sont bien construits, qu'il s'agisse de leur motivation, de leurs stigmates ou de leurs ambitions personnelles, mais aussi le contexte post-éclipse du MCU est particulièrement bien mis en avant, notamment toutes les problématiques qu'a apporté ce retour à la vie de la moitié de l'humanité 5 années après l'éclipse. De fait, plus la série avance, plus une certaine noirceur vient s'installer dans l'univers. D'un côté, la problématique de tous les déplacés post-éclipse qui se retrouvent à être déplacés d'un camp à l'autre, menacés d'être expulsés ou non selon le bon vouloir des gouvernements les plus puissants, réunis sous l'égide du Conseil mondial de rapatriement. Et de l'autre, une problématique bien plus ancienne, bien plus profonde, qui est le racisme institutionnel de l'Amérique. Les États-Unis se sont fondés dans le sang à travers la quasi-éradication d'une population, les Amérindiens, mais aussi en se construisant et en se développant via l'esclavage, l'exploitation de bon nombre d'Afro-Américains. Ces racines ensanglantées, cette sempiternelle problématique du racisme institutionnel est fréquemment abordée dans The Falcon and the Winter Soldier, d'où un cachet politique qui propulse le MCU dans une dimension bien plus complexe et sérieuse qu'elle ne l'avait été auparavant. On retrouve notamment cette question de la discrimination raciale à travers le personnage de Isaiah Bradley, ancien super soldat mis au rebut par son propre pays, là où à la même époque Steve Rogers était accueilli en héros après avoir ramené ses compatriotes. Isaiah, qui a accompli le même exploit, sera placé en détention, torturé durant maintes années parce que le gouvernement voulait notamment étudier les effets du super sérum sur son corps et sur d'éventuels autres soldats. Et s'il n'avait pas été sauvé par une infirmière le déclarant comme mort, lui permettant de s'enfuir, Isaiah Bradley aurait probablement fini par être tué, malgré ses faits d'armes au bénéfice de son pays, les États-Unis d'Amérique. Son histoire ayant été effacée des rapports officiels, Sam n'avait aucune idée de l'existence d'un tel personnage. Et s'il se posait déjà beaucoup de questions quant à l'héritage de Captain America et la symbolique du bouclier, cela ne va évidemment pas aller en s'arrangeant. Tout comme Steve, Sam est un personnage qui ne va pas hésiter à remettre en question sa hiérarchie pour peu qu'elle bouscule ses principes, ses valeurs les plus fondamentales. Outre le personnage de Isaiah Bradley, tourmenté et légitimement en colère, deux autres déclencheurs vont emmener le Faucon à entamer sa métamorphose. D'un côté, Karli Morgenthau, leader des Flag Smashers, une organisation dont l'ambition est d'aboutir à un monde unifié, notamment en détruisant les camps de réfugiés et en faisant en sorte qu'ils ne soient pas expulsés dans leur pays d'origine. Très vite, nous apprenons que les Flag Smashers, malgré une violence dans le cadre des actions menées, sont populaires auprès des populations déplacées. Et pour cause, ils œuvrent pour leur intérêt. Lorsque la moitié de l'humanité a disparu suite au snap de Thanos, un certain nombre de choses positives sont survenues. Mère Nature a pu respirer, les forêts ont pu être reboisées, les océans furent moins pollués, les écosystèmes de manière générale ont entamé une reconstruction vers le haut, et les survivants ont pu voyager de manière beaucoup plus libre en vue de reconstruire le pays. Ce qui a permis à cet idéal d'un monde unifié, sans frontières, sans patrie, si ce n'est une patrie commune, une patrie universelle, de voir le jour. Puis, d'une seconde à l'autre,
tout a basculé. La moitié de l'humanité est réapparue et les gouvernements les plus puissants, les gouvernements les plus riches n'ont pas hésité à mettre en place cette politique de rapatriement et d'expulsion afin de réinstaller celles et ceux qui étaient réapparus. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Karli Morgenthau, qui est une adolescente assez tourmentée, un peu perdue mais avec des convictions fortes. Malheureusement, elle bascule dans la violence, si ce n'est l'ultra-violence, parce qu'elle estime que c'est la seule voie par laquelle elle et ses comparses peuvent se faire entendre. Le fait que Sam se retrouve dans plusieurs des idéaux affichés par Karli montre une volonté de anti-manichéisme de la part de Marvel. Il ne s'agit pas simplement de méchants et de gentils, tout est bien plus compliqué que cela. Enfin, en parlant de déclencheur de la métamorphose du Faucon, impossible de ne pas mentionner James Walker, le nouveau Captain America par intérim. Un James Walker qui va très vite se retrouver dépassé par les événements. La charge symbolique qu'incarne Captain America, la symbolique de l'Amérique, était bien trop lourde pour ses épaules. Très vite on réalise que James Walker est non seulement arrogant mais doté d'un complexe d'infériorité qui le rend très dangereux pour la tâche qui lui incombe. Un danger probant sans cesse contrôlé par son camarade Lemar Hoskins aka Battlestar, qui lorsque surgit sa mort finit par exploser. La scène où James n'hésite pas à tuer à coups de bouclier l'un des Flag Smashers et cela sous le regard pétrifié de la population aura marqué les esprits. Même avant cela, la symbolique du bouclier était entachée par bon nombre d'histoires particulièrement sombres, notamment Isaiah Bradley, mais à cause de James, l'idéal qu'incarnait Captain America, les notions de liberté universelle, l'incarnation même du super-héros qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour autrui, un front moral et éthique qui lui interdit de tuer ses adversaires pour peu qu'il n'y soit pas contraint, tout cela vole en éclats. Le bouclier est entaché d'un sang immaculé et Sam ne peut plus rien y faire. Heureusement, il est loin d'être seul. À ses côtés se trouve le meilleur bro dont il n'aurait jamais pu rêver, même s'il ne l'admettra jamais officiellement, Bucky Barnes, ancien soldat d'hiver tourmenté par ses crimes et embarqué sur une quête de vengeance qui progressivement va se muer en quête de rédemption. Tout comme Sam, Bucky va pouvoir devenir un loup blanc. Tout comme Sam, Bucky va pouvoir effacer son empreinte du Winter Soldier grâce à plusieurs déclencheurs. D'un côté, l'aide et le soutien que lui a apporté le Wakanda, notamment à travers Ayo, l'une des Dora Milaje, laquelle aura fait en sorte de déprogrammer tout le lavage de cerveau qui lui avait été soumis à l'époque de Hydra. Puis, bien plus surprenant, Zemo, soit cet habitant de Sokovie qui avait perdu toute sa famille à la suite des événements de Avengers 2, l'ère d'Ultron, et qui par la suite, par vengeance, est persuadé que les super soldats et super héros sont une menace pour l'humanité, avait entrepris de se servir de Bucky, le Winter Soldier, en vue d'arriver à ses fins. C'est clairement sous sa mainmise que le conflit idéologique entre Steve Rogers et Tony Stark va exploser. Il sera presque parvenu à les détruire de l'intérieur. Il sera presque parvenu à détruire Bucky de l'intérieur. Ayant besoin de son aide pour traquer les Flag Smashers, Bucky et Sam vont finir par faire évader Zemo, lequel y trouvera un intérêt commun vu que les Flag Smashers sont composés de super soldats. Or, à ses yeux, l'idée même d'un super sérum est très dangereuse compte tenu de la nature cupide et égoïste de l'être humain. Pour lui, Steve Rogers est l'exception qui confirme la règle et malheureusement, à travers les actes de James Walker, son discours est plus ou moins confirmé. Nous ne pouvons confier une trop grande force à n'importe quel individu, sous peine d'être très vite débordé par la situation et aboutir parfois à des drames. Incarcéré à la fin au Wakanda pour avoir tué T'Chaka, l'ancien roi du pays, il est probable que nous n'ayons pas totalement fini d'entendre parler du baron Zemo. Pour l'heure, et parce qu'il considère Bucky comme une victime collatérale du super sérum, de fait celui-ci n'a jamais choisi d'être un super soldat, celui-ci a subi l'inoculation du sérum avant de devoir suivre les directives de Hydra et ensuite Zemo, qui s'en est servi comme d'un outil pour assouvir sa quête de vengeance. La paix ne sera jamais consommée entre ceux deux-là, mais au moins tout a été dit. Il aura suffi ensuite d'un discours de Sam lui expliquant que l'envie de rédemption ne peut survenir à travers la quête de vengeance. Au contraire, il faut essayer d'aller vers les victimes, on ne peut malheureusement pas ressusciter les défunts, mais au moins s'excuser sincèrement et tenter de rendre le monde meilleur par la suite. Que ce soit Sebastian Stan en Bucky ou Anthony Mackie en Sam, les deux acteurs interprètent leurs personnages avec brio en passant par toute une palette d'émotions particulières
particulièrement convaincante, les tourments traversés, l'effroi du passé, l'inquiétude du futur, et cela dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. À la fin du show, on comprend que ni Sam, ni Bucky, ni qui que ce soit ne parviendra à trouver le bonheur, tout simplement parce que celui-ci est un concept diffus et amené à s'éteindre au fur et à mesure que l'on grandit, au fur et à mesure que l'on entend les différentes perspectives de celles et ceux qui nous entourent. Le discours final de Sam adressé à l'un des leaders du Conseil mondial de rapatriement fera probablement date dans l'univers du MCU. Apposer une étiquette à son ennemi revient à ne pas vouloir le comprendre, ne pas vouloir retracer son parcours et comprendre comment il a pu en arriver là. En considérant les Flag Smashers comme des terroristes, le CMR a fait en sorte de ne jamais s'attarder sur leurs revendications, mais plutôt s'appuyer sur le fait qu'ils ont recours à la violence et ce faisant justifier les déplacements, justifier les rapatriements, justifier les suppressions de camps d'immigration en imposant sans cesse cette étiquette à leurs adversaires. C'est une tactique simpliste qui est malheureusement utilisée partout, particulièrement en politique, mais pas que, afin de ne jamais débattre du fond, afin de ne jamais avoir à se remettre en question, une absence d'empathie qui, à terme, ne peut que causer des torts à toutes et à tous. À travers nos yeux, nous n'avons qu'une perspective des choses. Voilà pourquoi il est fondamental d'assimiler, d'englober le plus justement possible avec nos valeurs morales et avec une volonté d'universalisme la plus poussée qui soit, avec une obsession des libertés individuelles, une obsession du respect d'autrui, de la dignité humaine que nous devons avancer. Globalement, le narratif de The Falcon and the Winter Soldier est excellent. Bien sûr, il y a quelques lacunes. Le final, par exemple, paraît un brin précipité, notamment côté action, malgré la réussite de l'introduction du nouveau Captain America, donc Sam Wilson, obviously. Et également une interrogation sur le personnage de Selby, dont la véritable personnalité se dévoile à la fin, le Power Broker, cette éminence du marché noir qui, à la base, était à l'origine du Super Serum. Ce n'est qu'ensuite que Karli Morgenthau a fini par voler le Super Serum en vue de le ramener au sein de l'organisation des Flag Smashers. J'attends de voir si son personnage et le danger qu'elle représente prendront ou non de l'importance par la suite. Pour l'heure, j'ai du mal à comprendre comment Selby, qui, lorsque Civil War a eu lieu, était pas du tout apte à plonger dans le milieu du crime, comment a-t-elle pu en venir à devenir un tel personnage? Pour l'heure, les raisons et les causes sont diffuses. Certes, l'éclipse a bouleversé bon nombre de psychés, mais de là à basculer autant vers le dark side. Quid de Steve Rogers? Est-il mort durant l'intervalle des 6 mois? Ce ne serait pas surprenant en soi, il avait 112 ans à la fin de Endgame, mais le fait que sa mort ne soit pas officialisée comme il s'entend peut laisser pointer quelques interrogations. De même, si le Faucon se mue en Captain America, il semblerait qu'il n'en soit pas totalement de même pour Bucky. À la fin de la série, The Falcon and the Winter Soldier devient Captain America and the Winter Soldier. À voir comment le futur Captain America 4 résoudra toutes ces questions. A noter que Joaquin Torres, ce comparse de Sam, est probablement amené à devenir le nouveau Faucon, Sam lui ayant confié son ancien costume. Pour conclure, et pour l'heure, j'adore les micro-séries Marvel. Elles étoffent l'univers, elles complexifient les protagonistes et elles apportent toutes sortes de tranches de vie eu égard aux personnages principaux mais aussi à leur entourage. Je pense par exemple à Sarah, la sœur de Sam, ou encore le touchant Yori du côté de Bucky, père ayant perdu son fils des mains de Winter Soldier. La scène où Bucky finit par lui confier l'insoutenable vérité est particulièrement poignante. C'est à travers ces moments-là, c'est à travers ces moments de sensibilité, de franchise, de cœur à vif, que le MCU peut être sublimé encore et encore. Il me tarde d'assister aux pérégrinations de Loki, la fille de Hawkeye, mais aussi She-Hulk, Miss Marvel, ainsi que cette phase 4 promue par les Marvel Studios qui s'annonce particulièrement alléchante. Black Widow en juillet 2021, Shang-Chi en septembre de la même année, Eternals en novembre, No Way Home en décembre, Doctor Strange and the Multiverse of Madness en mars 2022, Love and Thunder en mai 2022, Wakanda Forever en juillet 2022, lequel rendra hommage à la disparition de Chadwick Boseman qui incarnait T'Challa aka Black Panther, The Marvels en novembre 2022, Ant-Man and the Wasp, Quantumania en février 2023, Guardians of the Galaxy Volume 3 en mai 2023, puis à une date indéfinie, les 4 Fantastiques, Blade, Moon Knight, mais aussi The Mutants et Captain America 4. La boucle est bouclée pour l'heure. Pour finir, si j'ai particulièrement aimé WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, force est de constater que j'ai préféré WandaVision parce que je suis essentiellement un gros fragile. En termes d'affect, celui-ci m'a plus bouleversé, m'a plus touché d'un point de vue personnel. Dans tous les cas, ces deux séries sont à mes yeux des réussites incontestables. Prenez soin de vous, ciao ciao.